Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Julien Carbier, intervenant sur le pôle espoir de Vers-sur-Marne. Fort d'une expérience de plusieurs années en Afrique du Sud et en Hongrie, j'avais à cœur de découvrir les secrets qu'il a emmagasinés. Je me suis donc régalé et j'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Julien Carbier et ses secrets. Salut Julien, comment vas-tu aujourd'hui ? Bah super Rudy, ça va et toi ? Bah moi ça va toujours aussi. Donc là aujourd'hui c'est on va dire un podcast un peu spécial parce que je pense que beaucoup de personnes ne te connaissent pas du tout. Alors on va revenir un peu sur ton parcours avant d'entrer dans le vif du sujet et que tu nous partages ta passion du kayak. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Quel âge tu as ? Quand est-ce que tu as commencé le kayak ? Toutes les formalités d'usage, on va dire. Ouais, bah moi c'est Julien Carbier, j'ai 23 ans, je suis actuellement un entraîneur en formation. J'interviens sur le pôle espoir de kayak de Vers-sur-Marne en course en ligne. J'ai commencé le kayak à 9 ans, j'ai eu un parcours assez particulier parce que j'ai fait la plupart de ma carrière à l'étranger en tant que kayakiste. Ah bon ? Comment ça se fait ça ? Bah j'ai fait 2 ans de kayak en Afrique du Sud et 3 ans en Hongrie. Mais durant tes jeunes années ? Non, là, à partir de senior 20 mes 5 années en moins de 23, j'étais à l'étranger. Ok, bah, je reprends alors. T'as commencé à 9 ans et je vois que t'as un petit accent quand je t'entends. Tu es d'où exactement en France ? Je suis de Franche-Comté. Ok, ouais, t'as un bel accent. Et donc t'as commencé à 9 ans. T'as commencé par quoi ? Est-ce que t'as commencé comme un peu ce qui se fait habituellement, de l'eau vive, de l'eau plate, un peu multidisciplinarité, ou t'as commencé directement par la course en ligne ? Non, pas du tout. J'ai commencé directement dans un bateau de course en ligne. J'ai commencé dans un petit club qui s'appelle Grey. Et j'ai commencé directement en CAPS avant de passer dans les mini-kayaks. C'est quoi un mini kayak ? Un mini-kayak, c'est des bateaux adaptés pour les jeunes. C'est des bateaux de course en ligne, mais plus petits. Et donc, ça permet de pouvoir s'entraîner et apprendre la technique dans des bateaux adaptés. C'est quoi la différence avec un CAPS ? Le CAPS, c'est les anciens modèles, c'est plus gros. Et donc, les bateaux, ils sont plus larges que des mini-kayaks. Et un mini kayak, ça fait quand même 5,20 m de long ? Non, c'est des bateaux qui sont pas aux normes pour faire des compétitions, mais qui sont très bien pour les jeunes, quoi. Ok, donc toi, t'es passé rapidement d'un CAPS à un mini kayak parce que j'entends que tu dis que c'était un petit club, mais finalement pour avoir, tu vois, la mini kayak, j'avais déjà vu rapidement, mais j'ai pas l'impression que ce soit très populaire et très présent. Donc il y en avait dans ton club ? Justement, j'avais la chance vu que c'était un petit club, j'étais le seul jeune quand j'ai commencé, donc il y avait un seul mini kayak, donc j'ai pu l'utiliser. Le seul jeune du club ? Mais c'est, je veux dire qu'il y avait personne de ton âge, quoi. T'étais le seul de 9 ans. Je suis arrivé dans un trou de génération, mais après 2-3 ans de kayak, il y a des nouveaux jeunes qui sont arrivés, et pas mal de jeunes.
Et comment ça s'est passé alors ces débuts en mini kayak? Est-ce que tu t'es vu rapidement progresser? Est-ce que c'était l'entraînement habituel, je veux dire, à 2 séances par semaine? Comment c'était? Ouais, c'était 2 séances par semaine. Au début, j'étais pas trop fan de l'activité en soi, mais en fait, ce qui m'a motivé à rester dans le sport, c'est que j'ai fait ma première compétition, j'ai eu une médaille. Et du coup, c'est vraiment la compétition en kayak qui m'a motivé dès le départ. T'avais quel âge quand t'as fait ta première compétition? 9 ans, j'étais en poussin. Ok, il y a des compétitions de course en ligne en poussin et c'est quelle distance? Comment ça se passe? Bah là, si je me rappelle bien, ça devait être un 2000 mètres. Donc, il y a, la Franche-Comté, c'est une région qui est vraiment orientée sur la course en ligne. Donc, tous les ans, il y avait des compétitions, des championnats régionaux, des poussins, que ce soit sur du fond, pour les jeunes de 1000 mètres, 3000 mètres, ou sur de la vitesse, 200 mètres, 500 mètres. Et est-ce que parallèlement à cette pratique du kayak, tu faisais d'autres activités sportives, vu que c'était que 2 fois par semaine? Ouais, j'ai fait pas mal de natation et j'ai fait aussi un peu de tir à l'arc, parce que mon frère était à un bon niveau en tir à l'arc, donc j'en ai fait avec lui, mais j'ai rapidement arrêté quand j'ai commencé à m'entraîner plus en kayak. Et c'est arrivé à quelle période, c'est ça, que tu t'entraînes plus en kayak alors? À partir de minime 2, KD1. Donc ça, c'est quoi? C'est 14-15 ans, c'est ça? Ouais, minime 2, c'est 13 ans et KD1, c'est 14 ans. Ouais, c'est à la fin de mon année de minime 2, j'ai commencé à plus m'entraîner. Est-ce que durant ces années, donc de 9 à 13 ans, est-ce que tu as beaucoup progressé? Et déjà, est-ce que t'es passé dans un vrai kayak, on va, on va dire, ou t'es resté dans un mini kayak pendant longtemps? Oui, je suis rapidement passé dans un vrai kayak à partir de Benjamin 2. J'étais dans un kayak. Euh, j'ai progressé, mais pas autant que je devrais. Parce que, enfin, après, avec mon expérience à l'étranger, je me suis rendu compte que 2 fois par semaine chez les jeunes, c'était pas suffisant. Donc, je pense que j'aurais pu, et j'aurais été meilleur enseignant si je m'étais plus entraîné quand j'étais jeune. Mais ça suffisait pour être dans les meilleurs de la région, quoi. Quand tu étais en Benjamin et que tu passes dans un vrai kayak, entre guillemets, c'était déjà un kayak comme on peut imaginer, comme ont les champions? Un Chinko, un Quattro, un Van Kish, un CT, Bah ouais. ou un Bullet, pour pas oublier Plastex? Bah là, c'était des anciennes formes. J'ai été dans un Ranger et c'était le bateau de Philippe Collin quand qu'il l'utilisait enfin, des années avant moi. Et du coup, Un c'était un bateau Ranger? de champion. C'est quelle marque ça, un Ranger? C'est des bateaux qui ont été créés par Surani, si je me trompe pas. Ok. Enfin, c'était encore dans les artisanales. C'est vraiment des vieux bateaux, hein. Nous, au club, on n'avait pas des Nelo ni des Plastex, qu'on n'avait pas trop les moyens, donc, on avait des anciennes formes. Ok, et au niveau stabilité, avec le recul, c'était stable comment ce genre de bateau? Bah, une fois qu'on tient dans ces bateaux-là, on peut tenir dans les Nelo ou dans les Plastex, en fait. Ah ok, ok, bon c'est pareil quoi. C'est un peu plus stable qu'un américain, quoi, pour comparer. Ok. Et tu dis que malgré cette faible fréquence d'entraînement, tu avais réussi à te maintenir dans les meilleurs de la région en kayak. Est-ce que c'est ça qui t'a motivé à t'entraîner plus après? Non, justement, c'est de voir quand j'ai fait la première compétition nationale que j'étais pas dans les meilleurs nationaux, c'est ça qui m'a vraiment motivé à m'entraîner pour me rapprocher des meilleurs. Parce que tout le temps dans ma pratique du kayak, j'ai été orienté dans la compétition, donc c'est ce qui me motivait à m'entraîner. Donc tu veux dire qu'au challenge minime que tous les jeunes font, tu t'es pas trop distingué, c'est ça? Non, non, pas du tout, même. Qu'est-ce que t'as fait comme résultat? J'ai dû faire une finale en K2 et si je me rappelle bien, j'étais tombé là-haut en K1. Ah merde! C'est ça qui m'a vraiment motivé à revenir plus fort l'année d'après. Qu'est-ce qui a fait que t'étais tombé? Je crois que j'avais donné un faux coup de pagaie au départ. J'avais mal placé ma palle et j'avais glissé du coup. Et donc rien qu'un mauvais coup de pagaie te fout dans l'eau alors? Ouais, quand t'es minime, hein, tu t'es pas forcément super à l'aise. Du coup, Ok. Et donc suite à ça, t'as augmenté ta fréquence d'entraînement à combien de séances par semaine? une fois par jour. Ah Genre, ouais, donc t'es passé de 2 fois par semaine à 1 fois par jour. ouais. Mais c'était du coup vu que j'étais dans un petit club, je m'entraînais tout seul du coup pendant mes années cadets. Et comment ça se passait alors pour tes programmes d'entraînement, pour le suivi de la technique, tout ça, vu que t'étais a priori un peu tout seul?
Bah, je regardais les programmes d'entraînement que je pouvais avoir à disposition, que ce soit au club ou j'arrivais à avoir des programmes des pôles espoirs quand j'étais en KD1. Et je faisais les entraînements qu'ils faisaient. J'essayais de me documenter sur ce qui se Ouais. faisait. Je réfléchis. C'était quelle année ça que t'étais Euh, KD1? C'était 2013-2014, j'étais en cadet Ah avant ouais, que je rentre donc en il y, stage. y avait pas grand chose comme ressources sur le net quand même. Je réfléchis. Je... Bah, j'arrivais à avoir les programmes d'entraînement, on m'envoyait les programmes d'entraînement que les pôles espoirs ils faisaient. Donc, vu que j'étais plus jeune, j'adaptais, mais je faisais ça, quoi. Et je Ok. m'entraînais beaucoup pour les tests. Je m'entraînais beaucoup pour les tests pass. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est? En fait, c'est des tests pour les jeunes qui veulent rentrer en liste espoir pour après rentrer en pôle espoir. Ça consiste à faire le maximum de pompes, de traction, de cordes à sauter. Il y a un test en course à pied, en bateau aussi. Et ça a lieu tous les ans au mois de mars. Et à l'époque, c'était vachement important si on voulait rentrer en pôle espoir ou en structure de haut niveau. Ok, donc là Du coup, tu faisais un peu de muscu en même temps alors. ouais, pas mal quand même. Enfin, de la musculation au poids de corps, quoi. Et Et, c'est vrai que, et ces tests-là, ça s'était bien passé pour toi? T'avais réussi à rentrer sur la liste? ouais, ouais, j'avais réussi, j'avais réussi les, j'avais réussi 2 ans. Du coup, je suis rentré en structure, dans un structure type pôle espoir, où là, j'avais un plus gros suivi et je pouvais m'entraîner 2 fois par jour Ok, et ouais, j'avais donc un retour technique. là, t'as augmenté d'un coup. Comment tu faisais? Est-ce qu'il y avait des rassemblements? Tu sais, quand t'étais KD1, tu dis que tu t'entraînais tout seul. Est-ce qu'il y avait je sais pas, des stages régionaux ou autres pour bosser ta technique, pour avoir un retour de quelqu'un? Que moi, Ouais, tu vois, je veux dire, moi, je démarre tardivement et je vois bien que si personne me dit rien sur la technique, comme ça a été le cas pendant des années, bah à la fin, tu chopes plein de défauts. T'as beau regarder des vidéos et tout, tu captes rien, ouais. quoi. Alors, comment tu t'as fait, toi? Comment ça se passait à ce moment-là? Ben, à l'époque, déjà, enfin, il y avait un entraîneur au club 2 fois par semaine, donc j'avais des retours comme ça. Et j'avais contacté, vu que j'étais très motivé, je contactais les clubs qui partaient en stage pour partir avec eux, les clubs de ma région. Vu que mon club partait pas en stage, souvent je partais avec les clubs de Besançon ou de Dijon en stage. Comme ça, j'avais des retours techniques. Ok. Et tes parents te soutenaient justement dans cette démarche? Parce que je me dis, t'as 14-15 ans, t'es à fond kayak. J'imagine, je te pose la question, comment tes parents vivaient tout ça, te voir t'entraîner à fond dans une discipline où derrière les débouchés sont assez minces? Bah, au début, non, pas trop, mais j'ai su imposer ma volonté parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc, j'ai vraiment imposé mes choix. Par contre, c'est vrai que pour revenir sur la technique, c'était vraiment pas été mon point fort. Et là, j'ai vraiment regretté plus tard de pas avoir y porté plus d'attention parce que j'ai senti que c'était un facteur limitant dans la performance. Et s'il y a des trucs que tu n'arrives pas à développer quand tu es jeune, plus tard, c'est trop tard, quoi. Est-ce que tu peux donner des exemples pour me déprimer un petit peu? Bah, je vais donner des exemples plus généraux. Tu vois, par exemple, la coordination, la fenêtre idéale pour la travailler, c'est avant 15 ans. La coordination, c'est un truc vraiment très important dans la technique. Que si tu le développes pas dans la période idéale, tu n'arriveras jamais à avoir autant de coordination quand tu seras adulte. Donc, par exemple, arriver à faire travailler ton haut du corps et ton bas du corps ensemble, c'est vraiment l'idéal si tu as déjà commencé à le travailler jeune, quoi. Je vois exactement ce que tu veux dire. C'est une discussion que j'avais cette semaine avec plusieurs personnes, puisque j'ai du mal à monter la cadence. Justement, je m'emmêle les pinceaux, comme on peut dire. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à bien pagayer quand ils sont en EB1, ce qu'on dit à 60 de cadence par minute, tu vois. Voilà. Mais quand il faut passer à du 130 cadence par minute en vitesse max, c'est beaucoup plus dur. Donc, Bah ouais, c'est exactement ça. T'as bien résumé un de mes problèmes sur lequel j'essaie de travailler en ce moment. C'est que c'est jusqu'à 100, 100 et encore ça peut aller. Et au-delà, faut faire gaffe à pas s'en mêler, quoi. À pas c'est pour s'en ça mêler. il y a 2 écoles que je suis en train de réfléchir. C'est tout le temps un de mes sujets de réflexion. C'est est-ce qu'on doit automatiser le geste en faisant beaucoup de kilomètres avec la cadence basse, ou alors si on a ce problème-là pour que ce soit automatique, ou est-ce qu'on doit vraiment travailler
beaucoup de séances de vitesse pour avoir l'habitude de travailler fréquemment avec une haute fréquence de pagayage. Pour l'instant, je pense plus sur le fait qu'il faille automatiser le geste pour en avoir discuté avec plusieurs entraîneurs. Ouais, après, je peux te partager mon expérience personnelle qui n'est que la mienne. C'est que à faire que de la basse fréquence, après, c'est beaucoup plus dur de monter la cadence, quoi. Il me faut un temps d'adaptation, et il me faut des séances de rappel de vitesse, entre guillemets, pour pas perdre ce truc-là. Sinon, j'arrive plus à accélérer, quoi, après. J'arrive plus à coordonner à haute vitesse. Qu'à haute vitesse, entre guillemets. Donc, et donc, toi, t'as eu des problèmes par rapport à la technique? Quels étaient ces problèmes, justement? Mon plus gros problème que il m'a fallu vraiment beaucoup de temps, des années pour le résoudre, c'était le fait de planter les bras tendus, enfin d'avoir une amplitude suffisante. Parce que j'avais pagayé vraiment les bras fléchis, parce que j'avais pas compris qu'en fait c'était le bateau qui allait vers l'avant et c'était pas ma pagaie qui venait vers moi. Ok. Mais ça, j'ai envie de te dire, tu me corriges, hein, mais une fois que tu es à peu près stable dans ton bateau, du moins que tu maîtrises la gestion de cette instabilité, tu peux faire un peu ce que tu veux avec tes bras, du moins à basse fréquence. Tu peux tendre les bras, tu peux travailler ça plus facilement, non? Oui, complètement. Mais j'avais du mal à travailler à basse fréquence, justement. Ok. Ok. Je reviens sur ton parcours. Donc, tu rentres en pôle espoir. Tu rentres où en pôle espoir? Je rentre en dispositif régional d'excellence. C'est l'équivalent d'un pôle espoir, mais sur plusieurs structures. C'était à Mulhouse. Ok. Et donc là, à ce moment-là, donc tu dis que tu t'entraînes 2 fois par jour. Est-ce que tu fais des gros progrès? Ouais, énorme, parce que en fait, j'étais vraiment dans la structure idéale parce que on pouvait s'entraîner 2 fois par jour. Donc, en plus, on avait des horaires adaptés à l'école. C'est-à-dire qu'on commençait à 10h, on finissait à 16h, donc on n'avait pas trop besoin de se dépêcher. J'étais dans un environnement idéal aussi parce qu'il y avait un hébergement sans sportif, Krebs, où j'étais logé toute l'année et qui était fait exprès pour les sportifs. Et j'avais les entraîneurs Maillard au club de Mulhouse qui sont vraiment des spécialistes qui ont fait sur plusieurs générations qui ont fait des finales aux Jeux Olympiques. Et j'avais un super groupe d'entraînement avec Guillaume Keller, je sais pas si tu as déjà entendu parler. Oui, mais quand j'ai fait mes recherches sur toi, j'ai vu que tu avais fait du K2 avec Guillaume. Ouais, on a fait du K2 ensemble. On avait un super groupe d'entraînement aussi avec des seniors. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'en fait, on s'entraînait très dur en fait par rapport aux autres. Parce que pour aller à Mulhouse, pour commencer les séances, il faut qu'on traverse le port et ça fait minimum 3 km d'échauffement. Et il y a 3 km de récup, donc on faisait jamais moins de 12 km la séance. Donc ça nous a donné un avantage énorme en termes d'aérobie par rapport aux autres. Et là, j'ai gagné, je dirais 50 places au classement au championnat de France. 50 places? Mais t'étais combien sinon alors? Je devais être dans les... Ah non, peut-être pas 50 places, 30 places. Je devais être dans les 50e et je suis passé dans les 10... Non, je suis passé 5e, au bout de ma première année de kayak à Mulhouse. Je reviens sur ce que tu as dit sur l'échauffement. Habituellement, aujourd'hui, comme tu es entraîneur en formation, est-ce que, et que tu as passé des diplômes à l'étranger, on va y revenir après, ça se passe comment pour toi un échauffement sur l'eau en fait en kayak? Tu fais quoi? Tu fais juste 1 kilomètre, tu fais d'accélération. Est-ce que tu peux décrire en quoi consisterait un échauffement classique? Bah, ça dépend. Ça dépend vraiment de la séance. Mais je dirais en général, il faut que ce soit minimum 1 kilomètre. Et ça dépend de l'intensité que tu vas faire. Déjà, j'aime bien, justement, à partir de mon expérience à l'étranger, j'aime bien faire un échauffement en salle avant de commencer la séance pour directement de monter sur l'eau en étant prêt, pas avoir de petites douleurs, pas avoir 1 ou 2 kilomètres à enlever les douleurs du début. Et après, c'est bien de monter progressivement en intensité pour vraiment commencer dès le début de la séance le travail de qualité. Et ce qui est important pour l'échauffement, c'est d'arriver à replacer sa technique correctement, quoi, à se mettre bien. L'échauffement, c'est pas seulement important pour le physique, c'est aussi important pour le mental, j'ai l'impression, pour se préparer à faire une bonne séance, se concentrer. C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, que tu me dis 1 kilomètre, je me dis mais 1 kilomètre en fait c'est 5-6 minutes quoi.
si t'es à 10 km/h, ça fait 6 minutes et donc direct, t'y vas. Ça, je sais pas. Moi, j'ai toujours habitué à m'échauffer longtemps, mais j'aime pas gagner aussi. Mais je me dis c'est court. Et je vois ce que tu dis sur l'aspect mental. C'est vrai que si à l'échauffement je me sens en forme sur mes accélérations entre guillemets, mais la séance se passe mieux que si je suis pas, j'arrive pas à monter quoi. Mais Oui, c'est ça. Ouais. je vois ce que tu veux dire. Et quand tu es à Mulhouse, donc là ton entraînement prend une autre tournure. Ça ressemble à quoi en termes peut-être qu'on va en reparler un peu plus en détail après, mais une semaine d'entraînement, parce que tu me dis 2 séances par jour, est-ce que c'est 2 séances sur l'eau? Est-ce qu'à ce moment, tu passes peut-être à de la muscu en salle, avec Ouais. poids, haltères, accessoires ou autres? Est-ce que tu fais de l'aérobie beaucoup en dehors du bateau? Ou est-ce que c'est vraiment 2 séances de bateau et puis et puis encore Non, non, non. d'autres séances? Euh, Ça a monté progressivement au fil de mes 2 années à Mulhouse, mais l'hiver, on faisait plus de PPG et on faisait au moins une séance de bateau par jour. L'été, c'était 2 séances de bateau par jour. On a fait beaucoup de musculation et ça m'a beaucoup aidé aussi avec des poids. Qu'est-ce que tu appelles PPG? PPG, en fait, c'est toutes les activités qui sont pas du kayak, que ce soit de la course à pied, de la natation et de la musculation. Je dis aussi ça, PPG. Mais, Ok, et ça, tiens, on fait ça. Vous faites ça parce que monter 2 fois sur l'eau, c'est moins rentable? Est-ce qu'il y a une raison particulière à pas faire 2 séances de bateau et faire une séance bateau et une séance PPG? l'hiver, c'est dur, surtout dans l'est de la France, il fait vraiment froid. Donc, ça prend beaucoup d'énergie. Et en plus, c'est dur quand il fait -10 ou -5 de travailler techniquement. Parce que avec le froid, et les manchons, c'est moins intéressant, quoi. Et je pense Je, qu'aussi, en course à pied, enfin, il y a des choses que tu peux pas travailler aussi bien en bateau que en PPG. Par exemple, la fréquence cardiaque, moi, j'arrive pas à la pousser autant en kayak qu'en course à pied. et Et je te pose une question pardon. alors. Est-ce que pourquoi ce serait pas remplacé par des séances sur l'ergomètre, par exemple pour la PPG? On en faisait un peu quand le canal était gelé. Après, je pense que pour avoir écouté des autres podcasts, je suis assez de l'avis de pas mal de gens. C'est que c'est pas vraiment la même chose en kayak, parce qu'en fait, en kayak, tu pousses vraiment, t'avances pas. Enfin, en ergo, tu pousses, enfin, tu tires vraiment. C'est pas les mêmes sensations que sur le kayak, quoi. C'est pas la même chose. Hein, hein. Est-ce que, alors je te pousse un peu dans tes retranchements. Est-ce que tu penses que justement faire de l'ergo en termes de PPG peut vraiment perturber ta technique après une fois sur l'eau? Non, non, non. Je pense que si c'est bien fait, ça peut même être intéressant. Là, par exemple, avec les jeunes, on les fait pagayer sur la machine à pagayer, et vu qu'ils sont plus stables, ils arrivent à débloquer des trucs qu'ils n'arriveraient pas sur le bateau. Comme Et quoi? donc, si on par exemple, tu vois, j'ai certains athlètes, leur posture, elle est moins bien en bateau parce qu'ils sont moins stables. Et du coup, ils arrivent bien à se redresser sur la machine à pagayer, à mettre de la rotation. Et je pense que si on arrive bien sur les séances de bateau à le remettre en place, c'est une chose qu'ils ont débloquée, qu'ils auront acquise grâce à la machine à pagayer. Je vois. Et qu'est-ce que tu penses alors des machines à pagayer avec le plateau qui bouge? Est-ce que ça bouge trop? J'en ai fait un peu. Je trouve, ouais, non, c'est pas mal. Je trouve que ça dépend de chaque personne, mais moi, j'ai beaucoup utilisé Duna Ergo. En fait, c'est des machines à pagayer hongroises, et je trouve que c'était vraiment les mieux parce que c'était Comment ça vraiment s'appelle, tu dis? Duna Ergo. C'est une marque hongroise. Ok, Et ouais, c'est des machines ça à me parle pagayer. pas. Ok, ouais, je C'est pas très connu. regarderai. Et Ok, et c'est, je, pardon? je reviens sur la suite. Là, tu passes 2 ans à Mulhouse. Est-ce que Ouais. tu arrives à te hisser au meilleur des niveaux français dans ta catégorie? Bah, moi, enfin, j'ai jamais été champion de France. Enfin, si, on a été champion de France en K2 avec Guillaume, en junior. J'étais pas loin des équipes de France, mais non, il m'a manqué une petite chose. Je pense que je partais trop loin quand je suis arrivé en structure.
pour vraiment rentrer dans les meilleurs juniors en mono. Comme je dis, on a gagné en K2 et Guillaume, il gagne toutes les courses de sélection en K1 quand on est en deuxième, quand on est en junior 2. Donc, voilà. Et est-ce que tu penses que ce qui t'a manqué, c'est justement d'avoir été peut-être mieux encadré au début? Ouais, enfin, il y a deux facteurs là. Je réfléchis. Je pense qu'il y a deux facteurs. Je pense que quand j'étais jeune, j'étais pas assez encadré, donc j'ai eu des retards sur ma technique, sur des choses à développer. Et de deux, je pense aussi que la génétique ça jouait. Et je pense que j'étais pas vraiment fait pour être fort en kayak avec la génétique. Et tu sais, j'ai lu, toi qui es passionné, t'as peut-être lu aussi, sur le site de l'ICF, t'as les manuels coach niveau 1, coach niveau 2, coach niveau 3. Et à un Voilà, moment, tu les as lus aussi? en cours, enfin, quand je me suis formé en tant qu'entraîneur, on travaillait dessus. Ok. Donc tu te souviens, à un moment, il donne les caractéristiques un peu physiques du kayakiste de haut niveau. Et bon, j'ai les chiffres en tête, parce que c'est ceux qui m'intéressent. Et il dit, voilà, le kayakiste de haut niveau, je sais plus sur quelle année ça se base, mais en gros, il fait 1m80, 1m85. Son envergure, c'est plus 12. Donc si le gars fait 1m80, c'est 1,92 d'envergure. Et assis, il fait au moins 96 centimètres. J'ai retenu les chiffres. Est-ce que tu as déjà pris tes mesures justement d'envergure et tout ça? Ouais, du coup, j'étais en dessous des critères. Et tu vois, ça fait bien que tu parles de ce livre parce qu'en fait, les critères physiques, les critères, je les utilise tous les jours à l'entraînement. Enfin, dans le même livre, il y a les tests physiques. Je sais pas si tu as vu à chaque âge, le nombre de pompes que les jeunes Ouais, mais bien sûr. Et j'ai même vu, alors je vais te faire marrer peut-être, et faire marrer ceux qui nous écoutent, c'est que j'ai vu que j'avais le niveau des juniors hongroises sur 2000 mètres. Alors j'ai dit, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est ça. Ça, je les utilise vraiment au quotidien et dans mon club en Hongrie, on les utilise aussi. Donc, je travaille beaucoup avec ça. Ok. Et est-ce que là, t'es jeune encore, mais est-ce que tu vois justement que ceux qui ont, alors après, ça se résume pas qu'à ça, mais ceux qui ont des très longs bras et un très long buste sont avantagés? Oui, ça aide beaucoup, c'est sûr. Quand tu regardes, je sais pas si tu as dû voir ce livre, mais quand tu avais la finale des JO en K4 en 2012, t'as aucune personne qui a moins d'1m82. Donc, il y a quand même un lien de causalité. Ok. Et alors comment ça se passe toi après ces 2 ans à Mulhouse finalement? Parce que comme t'es pas au niveau des meilleurs Français, j'imagine que tu peux pas rentrer en pôle France. J'aurais pu rentrer en partenaire d'entraînement, mais en fait, c'est une histoire assez folle. J'avais vu sur Facebook un groupe d'entraînement en Afrique du Sud un club qui s'entraînait. Enfin, les méthodes du coach m'intéressaient vraiment. Et je lui ai écrit sur Facebook pour savoir si je pouvais venir m'entraîner avec eux dans leur club. Il m'a dit OK, tu peux venir. Et du coup, je suis parti en Afrique du Sud. Je suis parti m'entraîner avec eux. Et comment t'es tombé sur ce coach? C'est qui ce coach? C'est Greg Moustab maintenant et c'est l'entraîneur des Kayakom en Nouvelle-Zélande. Ok. Et donc tu lui as écrit parce que tu suivais un peu son travail et tu trouvais qu'il faisait des choses un peu différentes? Ouais, en fait, il partageait beaucoup sur Facebook et j'appréciais vraiment ce qu'il faisait. Et du coup, je lui ai écrit. Et en plus, il a étudié en Belgique, donc il parlait quelques mots de français. Donc, vu que je parlais pas anglais au début, ça m'a aidé. Et voilà. Et donc là donc c'est je remets dans le contexte. Donc t'as 18 ans, tu viens d'avoir ton bac en gros et tu pars en Afrique du Sud. Ouais, à l'époque j'avais 17 ans. Ouais, je pars en Afrique du Sud. Et donc comment ça se passe là-bas? Raconte, tu travailles ou tu fais que t'entraîner? Comment ça marche? Non, en fait, je sais pas si tu as déjà vu l'Afrique du Sud, c'est un peu un contexte particulier en kayak. C'est qu'en fait, c'est un sport professionnel. Ah bon? Je savais pas. Enfin, tu peux gagner de l'argent il y a beaucoup de courses avec de l'argent. Donc, tu peux vivre de ça si tu te débrouilles bien. Et là, j'intègre un club avec un super groupe d'entraînement. Dedans, il y avait Jan van de Westhuizen, qui a fait champion olympique en K2. À l'époque, il était sud-africain. Maintenant, il coupe pour l'Australie. Ah, il s'est fait naturaliser le gars alors. Ouais, il a changé de pays, ouais. Il y a beaucoup de Sud-Africains qui ont changé de pays. Mais à l'époque, on avait un super groupe d'entraînement. Il y avait Brigitte Hartley qui a fait 3e aux Jeux Olympiques en 2012. Et il y avait les meilleurs marathoniens de l'époque, les mondiaux. Donc, je rentre dans ce club, je m'entraîne avec eux. Et j'intègre l'équipe de compétition et du coup, je participe aux courses.
Mais quand t'arrives, est-ce que t'arrives à suivre les gars sur les entraînements ou tu te prends des raclées sur raclées? Non, pas enfin, en fait, moi, j'ai toujours été assez fort à l'entraînement, quoi. J'arrive toujours quand il faut prendre la vague, enfin, j'arrive à les tenir, quoi. Ok. Et, J'arrive à prendre la vague. et quand t'arrives, sur quoi on te, est-ce que toi déjà, comment ça se passe d'un point de vue, je veux dire, financier sur place? Tu arrives dans le club, donc à l'entraîneur. Est-ce que tu rémunères l'entraîneur? Est-ce que tu prends juste une cotise au club? Comment tu vis sur place? Non, Est-ce que tu as un appartement, quoi? Comment tu fais? bah, non, je paye pas, en fait. Le club en fait, c'est un club qui est sponsorisé déjà par des entreprises. En fait, il y a juste le coach qui m'héberge. En fait, il a une maison pour les kayakistes et il m'héberge là. Et bah, vu que je touche des primes quand je fais dans les 3 premiers des courses, je lui redonne une partie. Et voilà. Et tu fais souvent dans les 3 premiers? Ouais, pas mal, parce qu'en K2, en fait, on a fait pas mal de courses en K2. Et c'est là-bas, c'est des courses, je sais pas si t'as déjà entendu parler des courses comme la Duzi ou, Bah, c'est des courses. je vois les courses en rivière un peu qui bougent dans tous les C'est sens. ça, ouais. Est-ce que c'est ça? C'est ça, en fait, t'as des courses avec des rapides, des gros portages. Et là, souvent, j'étais en K2 j'avais trouvé un bon coéquipier. On était correct en bateau et on courait très vite. Donc, à chaque fois, on était dans les meilleurs, quoi. Et on arrivait à toucher des primes à chaque fois. Mais là, c'est que des longues distances. Ouais, c'est ouf. C'est des courses, minimum 30 km, avec Ah des ouais, portages. donc ça te change énormément de ce que tu faisais en France quand même. Ouais, et en soi, c'était plus adapté à mes qualités, physiques, quoi. Parce que de ce que je comprends, toi, t'arrives à plus résister. Tu vois que tu disais à l'entraînement, t'arrives à tenir, plutôt qu'à Ouais. accélérer sur des En courtes fait, distances. ouais, c'est ça. J'arrive à supporter la douleur, quoi. Je sens pas trop la douleur, donc ça m'aide un peu. Et en termes d'entraînement, qu'est-ce qui change par rapport à l'entraînement en France, à ce que tu as connu? Bah, surtout le volume, c'est énorme. Si tu peux Les tu peux horaires. donner des exemples en termes de volume, les différences? Bah, on n'a jamais fait une séance de moins de 15 km. Et on faisait des semaines à 150, 200 km par semaine. Et ouais, en fait, à chaque fois qu'on posait le bateau, c'était vraiment c'était la compète, quoi. L'intensité était assez dingue. À chaque entraînement, c'est la compète. Ouais, parce qu'on était un groupe de 10, 12. Et le but, c'était de gagner l'entraînement, en fait. Donc, pardon? Mais non, vas-y, Julien, continue. Ouais, vu que eux, dans leur mentalité, leur course, c'est à 80, 85, 90 de cadence. Et, la plupart, ils ont pas ils se concentrent pas trop sur la technique. Ils vont juste aussi vite qu'ils peuvent sur une longue distance. Ok, et donc ça veut dire que tous les outils, tu vois, moi en ce moment je m'intéresse pas mal aux zones. J'ai fait un podcast, je crois l'épisode 48 avec mon pote Sean, qu'on a fait des tests physiologiques. Donc maintenant j'ai mes zones, j'essaye de m'entraîner un peu plus par rapport à ça. C'est-à-dire que eux là-bas, le cardio-fréquence-mètre, ils en ont rien à foutre par exemple. Si, enfin, non. Là, on travaillait à la vitesse, en fait. On savait que les longues distances, c'était 4,40 au 1000, 4,50. Et en fait, il fallait tenir cette vitesse. Ok, donc tu fais tout au chrono mais à la vitesse. Ouais, à la vitesse, ouais. Malgré, est-ce qu'en Afrique, comment c'est le climat en Afrique du Sud? Parce que tu vois bien en France comment c'est. Là, l'eau en ce moment Ouais. est hyper froide, donc tu sens qu'elle est beaucoup plus dure, que tu sens que bon bah, si tu veux aller à la même vitesse, faut te dépouiller comme un malade, donc tu vas pas quoi. Ouais. En gros, en gros, tu vas pas. Est-ce que là-bas, l'eau est toujours à peu près la même température? C'est toujours l'été? Ouais, en général, c'est assez chaud, ouais. Mais il y a quand même des fois où il fait 0,5, mais ça dure un mois dans l'année. La plupart du temps, il fait 30. Souvent 40, la chaleur aussi, ça change beaucoup. Et on s'entraîne souvent à 40, 42 degrés. Et là, c'était Et dur. là, pareil, c'était deux séances par jour, tous les jours? 3 séances. Ah, En 3 séances fait, tous les jours. pas tous les jours. En fait, on faisait un peu, je sais pas si tu vois les entraînements des nageurs. C'est 5 demi-journées de travail, une demi-journée de récup. Bah, on faisait ça. Et il y a beaucoup de pays à l'étranger qui font ça. Et j'ai fait ça aussi en Hongrie. On travaille lundi, mardi, mercredi matin, mercredi après-midi récup, jeudi, vendredi, samedi matin, et dimanche récup ou course. Ouais, j'avais vu ça dans les bouquins de l'ICF, je crois.
Je crois qu'il parlait de ça aussi. On s'entraînait à... J'allais te dire, en termes de muscu, comment ça se passe là-bas? Est-ce que vous faites autant de PPG qu'en France? En fait, ouais, j'allais revenir là-dessus. Justement, on s'entraînait le matin. Ouais, donc on commençait tous les matins par une séance de PPG à 5 heures du matin. Ça, c'était un changement aussi. Lundi, mercredi, vendredi, on faisait muscu. On avait un préparateur physique. Et en fait, nous, c'était quand même une équipe de sprint. Donc, c'était un peu différent des autres clubs sud-africains. Donc, on faisait quand même plus de muscu. Il y en a comme l'équipe de McGregor. Je sais pas si tu vois que ça. Oui, bien sûr, je vois très bien qui c'est. Eux, ils font jamais de muscu. Nous, on en faisait 3 fois par semaine parce que c'était quand même orienté sprint. Et on faisait 2 courses à pied par semaine. Et la muscu, il y a pas mal de crossfit, quoi. C'était pas mal du crossfit et un peu d'hypertrophie. Ok, ouais. Et donc, ça changeait par rapport en France où tu faisais ce qu'on peut retrouver assez classiquement, 5-6 exos par séance. Non, enfin, à Mulhouse, on faisait pas trop ça. Vu qu'on était junior, on faisait beaucoup de force endurance. Donc, Ok. Endurance de fond. Ok, donc là, en fait, ouais, c'était une sorte de muscu, mais quand même un peu cardio finalement, parce que si tu fais un peu de style CrossFit, circuit training, cross training, t'es quand même, t'es quand même rincé. En fait, j'ai l'impression qu'en t'écoutant, c'est la compétition tout le temps, quoi, en Afrique du Sud. Ouais, ouais. Dans la mentalité sud-africaine, c'est tout le temps enfin, faut tout le temps être meilleur que les autres. Donc, je pense que c'est un peu comme dans les autres pays anglo-saxons. Faut tout le temps battre l'autre à l'entraînement. Et comment est la vie sur place en Afrique du Sud? Est-ce que quand t'es arrivé, c'était même si t'étais hébergé tout ça, est-ce que c'était facile? Est-ce que t'as visité un peu? Est-ce que comment ça marche? Ouais, Parce que tu vois, je pense à un jeune qui nous écoute, qui dit ah bah tiens moi aussi j'aimerais bien faire ça, ou tu vois partir. ouais. Est-ce que ça se fait facilement? Comment c'est sur place? Actuellement, enfin, le kayak, c'est génial, mais actuellement, la vie est vraiment très dure en Afrique du Sud, hein. Je sais pas si vous suivez les actualités, mais au niveau de la sécurité, c'est pas du tout ça. En fait, c'est un autre monde, quoi. Et C'est vraiment dur. pourquoi t'es resté que 2 ans sur place? Justement, à cause du contexte, sécuritaire, en Afrique du Sud, c'est vraiment pas facile, quoi. La vie, le kayak, c'est génial, mais la vie autour, c'est vraiment pas top, quoi. Il y a beaucoup de Est-ce que ton groupe d'entraînement s'est aussi dilué peut-être à ce moment-là, ce qui a fait que t'étais parti? Ouais, il y a plusieurs raisons. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui sont partis à l'étranger. Il y a beaucoup de mes coéquipiers d'entraînement qui maintenant, de mon club, qui courent maintenant pour l'Australie, comme celui qui a fait champion olympique ou pour l'Angleterre. Il y en a un qui a fait top 3 au championnat du monde pour l'Angleterre. Et maintenant, aussi, il y a une Hongroise qui est venue s'entraîner avec nous. Et je lui ai dit que j'aimerais bien venir m'entraîner en Hongrie parce que c'était top quand même. C'est quand même le meilleur pays pour le kayak. Et elle m'a dit, OK, je connais un coach. Parce que j'étais partenaire d'entraînement. À ce moment-là, j'étais partenaire d'entraînement pour Brigitte, qui était 3e des Jeux en 2012. Elle m'a dit, OK, je vois que tu fais du bon travail avec elle. Si tu veux, je connais un entraîneur qui recherche un partenaire d'entraînement pour Bodoni Dora. C'est une fille qui à l'époque avait pas fait de médaille encore aux Jeux Olympiques, mais qui s'entraînait pour les Jeux Olympiques. Et du coup, elle a donné mon contact à l'entraîneur, et l'entraîneur, il m'a contacté, il m'a dit si je voulais venir. Ok, alors là, t'es super content, j'imagine, là. Ouais, j'étais content, c'était clair, c'était vraiment. Mais bon, là, c'est pas le même climat quand même. Là, tu sais qu'en Hongrie, tu vas te les geler quand même. En soi, non, en fait, je me suis pas tant gelé que ça, parce qu'on faisait beaucoup de stages en Espagne et au Portugal, et l'hiver, on montait pas sur l'eau, donc ça allait. Et comment ça se passe alors quand tu arrives en Hongrie? Est-ce que déjà le coach, tu le connaissais ou pas du tout? Non, je le connaissais pas. Enfin, je l'avais déjà discuté. Enfin, du coup, il m'a aidé. Il m'a trouvé un appart. Le club m'a trouvé un appartement. Et je l'avais parlé sur Messenger, mais il avait déjà des athlètes connus, donc. Et est-ce que en Hongrie, c'était comme en Afrique du Sud? Est-ce que t'étais, là, tu dis, t'en trouves un appartement. Est-ce que tu payais l'appartement, la nourriture? Est-ce que tu devais travailler en plus ou t'étais payé par le club? Comment ça se passait? À l'époque, j'étais pas payé du tout, mais déjà la vie en Hongrie c'est pas cher du tout. Et j'avais la bourse parce que j'ai étudié à l'université en même temps, donc j'avais une bourse pour étudier. Qu'est-ce que tu étudiais? Là, j'ai fait une année de prépa
de prépa en hongrois, parce que pour apprendre le hongrois, avant d'aller à l'université, il fallait apprendre la langue. Et Et voilà. ça a été, tu t'as bien appris le hongrois? Bah ouais, du coup, j'ai validé mon année et j'ai pu rentrer à l'université après, quand j'ai souhaité rentrer à l'université, j'ai pu. Ok. Et alors, quelles sont les différences que tu as remarquées en termes d'entraînement entre l'Afrique du Sud et la Hongrie? Bah, la Hongrie, on travaille beaucoup plus la cadence basse. C'est vraiment, on travaille beaucoup plus sur la qualité technique, beaucoup plus de musculation. Euh, et c'est Est-ce que plus, c'est la compète aussi à chaque entraînement? ça dépend, les garçons, ouais, mais les filles, beaucoup moins. Et, non, dans mon groupe, ça dépend des groupes d'entraînement. Dans mon groupe, non, c'était moins la compétition. On s'entraînait sérieusement, quoi, sur chaque entraînement, mais on faisait pas la compétition. Justement, ils arrivent bien à différencier, la compétition, l'entraînement de la compétition. Souvent, tu vas en hiver, les EB1, on les fait à 5 minutes. Enfin, pas en hiver, à l'automne. Du coup, l'hiver, on pagait pas, mais l'automne, c'était à 4,50, 5 minutes au 1000. Alors qu'en Afrique du Sud, c'était 4,40, 4,30. Mais quand tu arrives au championnat du monde, les Hongrois, ils sont 20 secondes devant les Sud-Africains. Enfin, c'est au millimètre, par exemple. Ok. Et là, pareil, tu parles de temps au 1000, c'est-à-dire qu'en Hongrie, pareil, ils font par rapport à la vitesse? Non, justement, là, on s'entraîne avec un cardio-fréquence mètre et aussi avec les comptes cadence, VACA. Au Ok, début, c'était bah, que avec le je vois. cardio. Et, travailler les comptes Et, cadence. et donc, ça veut dire que là, tu parles des EB1, c'est-à-dire qu'ils sont du cadence basse. C'est quoi cadence basse pour eux? Bah, on travaillait surtout dans les zones cardio, mais les cadences basses, c'était 60, 65, ouais. Ok. Et en termes de volume d'entraînement, tu disais que c'était 15 km minimum en Afrique du Sud. Ah, En Hongrie, c'est ouais. comment? Donc, c'est beaucoup moins, en fait. C'est beaucoup moins. On s'entraînait 2 fois par jour et bon, on faisait une longue séance par semaine de 25 km le samedi, mais autrement, on faisait entre 10 et 15. Voilà. Et en termes de muscu, tu dis que c'était beaucoup plus poussé? Ouais, beaucoup plus poussé en muscu. Bah, chaque séance, on finissait par des séries de traction et de pompe à la fin de chaque entraînement. Et les muscles elles duraient 1h30, 2 heures tous les jours l'hiver. Tous les jours. Ouais. Ah ouais. Et Du lundi au vendredi. tu sais, il y a un peu cette idée qui circule qu'en Hongrie, ah, ils sont moins pour travailler le bas du corps. Est-ce que toi, de ton expérience, justement, peut-être c'était l'inverse ou finalement c'est confirmé? Bon, non, enfin, ça m'a pas choqué. Après, en Hongrie, vu qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, il y a beaucoup d'écoles différentes d'entraîneurs. Et en l'occurrence, mon entraîneur, c'est un entraîneur de la nouvelle génération. Donc, il est assez récent. Je pense pas qu'il travaille pareil que les entraîneurs qui sont là depuis les années 80, 90. Mais là, on faisait, bon, non, on faisait des squats, on faisait des exercices aussi pour les jambes. Ok. Pas plus, pas moins qu'on fait. Et est-ce qu'il y avait aussi toute cette notion de course à pied autour, peut-être natation, de PPG, Ouais, aérobie en dehors du bateau? ça, par contre, ouais, on en faisait énormément course à pied l'hiver. On faisait des chronos aussi en course à pied. Donc, Des chronos sur combien? bah, au départ, on commençait par des 10 km. Après, on passait sur des 4000 mètres, 2000 mètres, 500 mètres. En fait, au fur et à mesure que la préparation avançait, on diminuait les distances. Ok, donc il y avait un vrai planning, une vraie planif de course à pied aussi, en fait. Ouais, une vraie planif de course à pied. En fait, souvent, on faisait le mardi, on faisait une longue course à pied de 10 à 15 km. Le jeudi, on faisait des 400 mètres en côte avec un masque pour nous empêcher de respirer. Et le samedi, on faisait des chronos. Ok. Et donc toi, en fait, t'as été recruté. Si je comprends bien, là, je suis un peu le truc. T'étais le partenaire de luxe, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ouais, la première année, j'étais plus avec les filles et du coup, je donnais ma vague sur les séances de B1, enfin, sur les longues séances. Et je me mettais à côté d'elles pour les sprints, pour les pousser un peu, et voilà. Et, Sur et les je, muscles, je, je, je pose une question par rapport à la prise de vague. Donc, ceux qui me connaissent savent que c'est un truc que j'aime pas trop. J'ai l'impression quand je prends une vague de tricher. Tu vois, de me dire, je suis pas à ma vitesse. Est-ce que toi, ton expérience, c'est que justement, peut-être que ça t'aide à gagner quelques trucs, de ouais, prendre la ça vague? t'aide. Ouais, en fait, faut pas le faire tout le temps. C'est sûr qu'il faut pas le faire tout le temps. Et faut surtout le faire sur les deux biens s'il y a pas trop d'intérêt. Enfin,
Nous, on le faisait surtout sur les EB1 en tout cas. Mais au niveau physio, c'est bien, ça t'aide à aller à une vitesse beaucoup plus rapide que ce que tu pourrais faire en K1. Et surtout que là, les filles qui dans mon groupe d'entraînement, elles faisaient du 5000 mètres aussi. Et du coup, sur le 5000 mètres, faut prendre la vague. Ok. Et de quoi tu t'es rendu compte, toi, de ce qui te manquait à ce moment-là pour atteindre le meilleur niveau français, peut-être international? Parce que là, comme tu as côtoyé des bêtes en Afrique du Sud, des bêtes en Hongrie, tu as dû te rendre compte un peu de ce qui te manquait. D'ailleurs, tu parlais un peu de la Ouais. technique. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as vu qui t'avaient manqué durant tes années de formation? En fait, je pense que il y a aussi quand même la génétique. J'ai l'impression que ça joue énormément. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont faits pour être bons. Et il y a des gens qui pourront faire tout ce qu'ils veulent. Ils atteindront un bon niveau, mais ils seront jamais au top, quoi. Ah, Et, et de voir les jeunes s'entraîner en Hongrie aussi, j'ai l'impression que si tu n'entraînes pas dès le plus jeune âge, c'est compliqué après d'être dans les meilleurs. On peut être bon, mais on peut se rapprocher des meilleurs, être dans les meilleurs au championnat du monde, c'est compliqué, par exemple. c'est un peu ma conclusion aussi. Bah là, tu seras le 53e épisode si jamais Julien. Et je Ouais, remarque que tous ceux qui ont été à très haut, qui sont à très haut niveau, ont commencé vraiment très tôt. 9, 10 ans, t'en as qui sont nés limite dans un bateau. Je pense à Vanina par exemple de mémoire. Et, ouais, euh, ouais, et tu vois, et à l'inverse, j'ai interviewé Renaud Baudier récemment. Et lui, il ouais. a commencé tardivement et donc il m'a bien compris sur les problématiques que je rencontrais. Et c'est vrai que si tu commences pas très tôt, tu vois bien que il y a des choses qui ne se font pas. Est-ce que en Bah, bien Hongrie, raison. justement, tu vois, Ouais. il y a différents courants de pensée là-dessus? Ah non, justement, Non, mais j'allais dire, j'allais, vas-y Julien, après j'allais développer ma question. Vas-y. pardon. Justement, j'allais revenir avec ça, parce que c'est m'est revenu à l'esprit une fois que tu parlais de ça, c'est qu'en Hongrie, en fait, tu peux pas t'inscrire au club si t'as plus de 13 ans. En fait, ils te prennent pas. Genre les enfants, ils ont pas les enfants qui ont plus de 13 ans, ils les prennent pas au club. Ok. Ils disent c'est trop tard. Est-ce qu'il y a des détections? Ouais, dans les écoles, en fait, ils vont dans les écoles, ils font des tests, ils disent, ils voient les enfants pour quel sport ils peuvent être bons. Et après, la licence est gratuite, ils ont pas besoin de payer, ils vont dans le sport sur lequel ils ont été détectés. Et tous les ans, il y a des tests. Bah, les tests physiques que tu as vus, ils s'en servent pour savoir s'ils gardent les jeunes au club ou pas. Ok, ouais, bah, de toute façon, les bouquins de l'ICF ont été écrits par un Hongrois. Hein, je sais pas si tu avais vu. Ouais, c'est mon prof à l'université, ouais. Très bon Euh, photo. je reviens à ma question. En France, il y a un peu ce truc de la multidisciplinarité dont je te parlais au début du podcast, savoir faire un peu d'eau vive, de slalom, de descente, de course en ligne. Et extérieurement, bah moi j'y connais rien, donc je me dis bah ça a l'air d'aider quand même pour développer certaines habiletés. Est-ce qu'en Hongrie ils font ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Ils montent direct dans un bateau de course en ligne. Ils font rien d'autre. Par exemple, pour discuter avec mes amis qui sont, maintenant, on fait 15 ans de kayak, qui ont fait des médailles au championnat du monde, au JO. Ils se sont jamais, même un kayakiste n'a jamais fait de canoë. Ou inversement. Et ça savent même pas ce que c'est que du slalom, par exemple, ou de la descente. Ok, ok, et Et c'est moi qui fais c'est le marathon. intéressant. Ils doublent du marathon, les juniors, ils font du marathon aussi. C'est la seule chose qu'ils font d'autre. Ok, ouais, c'est intéressant. Et est-ce qu'ils font beaucoup de séances d'éducatifs? Chez les jeunes, ouais. Les seniors, un peu, ouais. Mais moins en général. Moins que ce qui peut se faire ailleurs. Tu disais pas pareil, l'hiver ils montent pas du tout en bateau sauf s'ils vont à l'étranger? Euh, alors moi, après, je parle toujours enfin, de l'équipe Oui, que je oui, m'entraînais avec bien mon sûr. club. Parce que allez, je sais qu'il y en a qui font différentes choses. Bah, là, nous, non, on montait pas entre fin novembre et début février. Enfin, décembre, janvier, on montait pas sur l'eau. Et après, on montait à partir de février. Ok. Et tu parlais de lieux de stage, tu parlais de l'Espagne, du Portugal. Est-ce qu'il y a des lieux de prédilection? Ouais, bah, ils ont, en Afrique du Sud aussi, ils ont un camp d'entraînement où ils ont leur bateau. En Espagne aussi, à Séville, on y allait plusieurs fois. Et au Portugal, bah, au centre Nelo, ils vont souvent s'entraîner là-bas. C'est vraiment les trois lieux où on s'entraîne. Enfin, où ils s'entraînent. Et j'ai vu, je sais pas si t'as suivi, que maintenant il y avait la Turquie aussi qui avait ouvert une sorte de truc d'entraînement là. Ouais.
Ouais, bah, je sais, je connais des gens qui sont actuellement. C'est plutôt les pays de l'Est qui y vont. Par exemple, la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie. L'Ukraine, ça fait déjà plusieurs années qu'ils y vont. Et Ok. franchement, j'ai hâte d'y aller. Ouais, c'est ça. Ça a pas l'air mal. Ça a l'air bien plat pour la course en ligne. Apparemment, il y a quand même du vent quand même, mais Ah merde, bah ils mettent que les meilleures photos alors, que les meilleures vidéos. ouais, bah oui, bien sûr. Euh, toi là-bas, tu dis qu'après tu es rentré à l'université. Qu'est-ce que tu as étudié à l'université? Bah, pour être entraîneur de kayak. Comment, c'est quoi les études pour devenir entraîneur de kayak là-bas? Bah, la fédération avec l'ICF, justement, ils font des diplômes pour être entraîneur. Et j'ai fait aussi la fac de sport. J'ai commencé ma fac de sport en Hongrie. Ok. Et en combien de temps combien de temps ça dure les études pour être coach de kayak? Bah, en 6 mois ou un an, tu peux être coach de kayak en Hongrie. Ok. Et c'est un diplôme. Donc là, tu parlais de lycée, c'est un diplôme international ou c'est un Ouais, diplôme c'est un national? diplôme international. Un diplôme C'est- international, parce que là, le diplôme que j'ai fait, il y avait l'entraîneur de Nevin Harrison qui le faisait et un Australien qui a entraîné, bah, justement, qui entraînait les K2, qui a fait champion olympique, qui était là aussi, là, qui se formait ici. D'accord. Et qu'est-ce que t'as, si tu devais résumer ce que tu as appris dans cette formation principalement par rapport à ce que tu savais déjà, est-ce que ça a confirmé ce que tu avais déjà vu, vécu, ou est-ce qu'il y a des trucs en plus que tu as vu que tu soupçonnais pas? Bah, ouais, ça a confirmé ce que je pensais aussi. J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur l'entraînement des jeunes, l'entraînement des débutants. Je trouvais que c'était intéressant, parce que j'avais pas vu d'aussi près l'approche, comment travailler avec un débutant, surtout la technique. Parce que du coup, en Hongrie, moi, j'avais été seulement avec les athlètes seniors, donc j'avais pas vu comment les entraîneurs des jeunes ils travaillaient. Donc ça m'a vraiment beaucoup inspiré de voir d'un point de vue physique comment ils développaient et aussi comment ils travaillaient la technique. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu rentres en France? Bah, il y a eu le Covid déjà. Ah oui, ah bah, Et et t'étais rentré il y a combien de temps? bah, je suis rentré bah, la fin du Covid, à la fin du confinement. Ok. Et parce que le Covid en Hongrie, comment ça s'est passé pour toi? Tu pouvais plus t'entraîner, c'était tout bloqué? Ouais, enfin, non, non, si on pouvait toujours s'entraîner, mais du coup, il n'y a pas de compète et c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit qu'il fallait que je rentre parce que, enfin, il y avait plus de compète, j'avais plus trop d'objectifs. Parce que toi, justement, on n'est pas revenu là-dessus, mais en Hongrie, tu faisais aussi des compétitions alors? Euh, je faisais les championnats nationaux, ouais. Mais j'étais plus partenaire d'entraînement que de faire des compétitions. Ouais, Moi, il y parce a que beaucoup de monde j'allais te dire là en Hongrie, tu vois là, tu dis qu'en K2 t'étais bon, tout ça sur du long assez bon. En Hongrie sur les ouais. championnats, j'imagine comme tous les Hongrois, là, c'est le pays un peu du kayak. J'imagine que c'était raclé sur raclé quoi, en exagérant un peu. Bah, non, parce qu'en fait, j'ai fait qu'en K4 et dans mon club, moi, j'étais avec des très bons coéquipiers, quoi. Mes trois coéquipiers, ils étaient en équipe nationale, donc ça allait. Ok, Après, j'ai jamais fait de mono, par exemple. J'en ai fait que d'accord, deux. d'accord, ça marche. Et donc t'es Après, rentré c'est pas toi, il y a aussi des gens qui sont pas très forts en Hongrie, hein. j'ai pas entendu, tu peux Ouais, répéter? c'est comme partout, il y a des gens qui sont moins forts en Hongrie aussi. Juste parce qu'ils sont beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de force parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Ouais, mais comme tu dis qu'ils peuvent pas attaquer après 13 ans, comme ils ont tous commencé Ouais, jeunes, ouais, ils ont tous des habiletés un peu ouais, mais surdéveloppées quoi. ouais, bah, justement, la génétique, il y a quand même des gens qui sont pas faits pour être forts, quoi. Même en s'entraînant avec le meilleur programme d'entraînement du monde, ils progressent pas trop. Euh, et donc, t'es rentré en France après le confinement et t'es rentré pour quelle raison? Bah, parce qu'en fait, en Hongrie, c'est difficile de devenir entraîneur. En fait, vu qu'il y a beaucoup de monde, faut mieux commencer à l'étranger il y a plus d'opportunités à l'étranger. Et le salaire aussi est pas pareil en Hongrie qu'en France. Et donc, t'es rentré en France pour devenir entraîneur en France? Ouais, bah, pour l'instant, ouais. Et est-ce qu'il y a facilement des places? Parce que là, aujourd'hui, donc, on dit entraîneur en formation au pôle espoir de Vers. Est-ce que t'as postulé? Est-ce qu'il y avait une place de libre et en fait, t'as dit, bah tiens, moi, j'aimerais bien faire ça. Est-ce que t'avais un plan, Bah, en en fait, fait, de savoir où tu voulais aller?
Déjà, dans mon plan de carrière, ça a toujours été d'entraîner au plus haut niveau possible. Mais j'ai commencé par un BPGEPS, du coup, quand je suis rentré, BPGEPS kayak. Du coup, ça a été complètement différent de la Hongrie. Et là, j'ai fait un stage, j'ai demandé à faire mon stage au Pôle France de Vers-sur-Marne. C'était super, c'est super bien passé. Et du coup, on m'a proposé de revenir à la rentrée pour aider sur le Pôle Espoir. Et j'étais content de l'opportunité parce qu'il y a vraiment des bonnes conditions pour travailler ici. Et pour apprendre, parce que là, du coup, au quotidien, je suis avec des entraîneurs nationaux, donc je peux les questionner, apprendre d'eux, donc c'est vraiment intéressant. Et est-ce que tu remarques justement des différences avec tes expériences en Afrique du Sud et en Hongrie? Oui, forcément, il y a des différences, mais c'est bien, du coup, j'ai les autres visions de ce que j'ai eu avant. Est-ce que tu peux citer quelques différences? Par exemple, là, en ce moment, on pagaie toujours l'hiver, alors qu'en Hongrie, on pagait pas l'hiver. Et ici, il y a plus un travail, vraiment ici, même avec les seniors, on est beaucoup plus porté sur la technique que dans ce que j'ai pu voir à l'étranger. Même en Hongrie, pour toi. En Hongrie, bah, ouais, généralement, c'est la technique pour eux, ils considèrent que ça doit être bon quand t'es en junior, quand t'arrives en cadet junior, tu dois pouvoir bien pagayer. Il y a des grands principes. Après, ils interviennent moins, les coachs, ils sont moins portés sur la technique Qu'en France, où on est toujours que, en train de travailler la technique, alors. mais c'est pas forcément, enfin, en Hongrie, c'est pas forcément une bonne chose que les coachs soient pas aussi portés sur la technique. Peut-être que, pour en avoir discuté, il y a une Hongroise qui est venue s'entraîner que j'ai fait venir s'entraîner avec les filles en France. Elle trouvait que c'était très bien que les coachs ici parlent plus de technique, que elle pourrait avoir, qu'elle aurait eu un meilleur niveau si on lui avait parlé plus de technique quand elle était senior. Là, aujourd'hui, tu dis c'est le pôle espoir, donc c'est surtout avec des jeunes que tu travailles, non? Ouais, c'est vraiment des jeunes, 13 à 17 ans. Ah ouais, 13 à 17 ans, donc ça commence vraiment tôt. Alors là, justement, tu mets en place Ouais. tout ce que tu n'as pas eu. Justement, ouais, là, c'est vraiment top qu'ils puissent venir tôt parce qu'on peut les former pour éviter qu'ils aient des retards derrière. Je pense que plus on commence tôt, plus on a de chance de performer. Et, Ouais. toi, avant, tu étais un peu partenaire d'entraînement, tu faisais les compétitions K2, K4. Est-ce que là, en étant au pôle espoir, est-ce que tu t'entraînes toujours? Est-ce que tu es partenaire peut-être des seniors de temps en temps? Comment c'est ton Non, non, quotidien? là, du coup, je me concentre à fond sur l'accompagnement des athlètes, donc je m'entraîne juste pour garder la forme, mais Ça ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu montes deux, trois fois? non, non, moins, une ou deux fois par semaine. Ok, putain, mais Que, alors t'es passé d'un rythme quasi professionnel, qu'à professionnel, à presque rien alors. ça, c'est vraiment à l'étranger, enfin, en Hongrie, c'est pareil aussi. Les gens, ils arrêtent d'un coup, en fait. Moi, j'ai arrêté d'un coup parce qu'en vrai, ce qui m'intéressait dans l'activité, c'était plus la compétition que le kayak en soi. Hein. Et du coup, j'arrive plus à trouver autant de motivation. Ma motivation maintenant, c'est de garder la forme, mais j'arrive moins à trouver la motivation de monter sur l'eau, que si j'avais une compète, quoi. Et je dérive un peu, mais t'aurais peut-être pas envie de refaire justement du K2 ou du K4, tu vois, de motiver pour une compétition avec des partenaires? Vu qu'a priori c'était ton Ah non, truc. bah, j'aurais vraiment, enfin, si je m'en- j'arriverais pas à m'aligner à une compétition si je sais que je suis pas préparé à 100%, quoi. Ok. Et ouais, ça doit faire bizarre d'arrêter d'un coup quand même. Tu vois, surtout que t'es jeune. Après, je fais quand même du sport, je fais d'autres choses. Là, j'ai commencé le CrossFit, parce que je trouve que ce serait intéressant, pour apporter des choses aux jeunes sur la technique en musculation. Et je monte quand même sur l'eau, mais moins, beaucoup moins. Et ça me manque pas beaucoup. Et est-ce que t'as remarqué des différences? Donc moi j'écoute pas mal de podcasts de prépa physique, que ce soit sur les sports d'endurance, aérobie, tout ça. Et il y a un peu Ouais, différents courants de pensée sur, on va dire, la planification de l'entraînement. Tu sais, habituellement, on va dire l'hiver on fait du foncier, donc là pour nous, bah, ce serait de l'EB1, de l'EB1+, peut-être un EB2 de temps ouais, en temps, un rappel vitesse, voilà, mais c'est surtout du foncier, du foncier, du foncier. Et t'as ouais, d'autres ouais. entraîneurs dans d'autres disciplines qui vont, tu vois, là, j'écoutais un podcast, je fais une petite pub, allez, je suis sympa pour Nolio Podcast. Et il y avait un entraîneur Ok. qui lui, justement, fait un peu différemment. Lui préfère faire
plus d'intensité l'hiver, tu vois, avec peut-être plus, pour nous, ce serait plus de B2, plus de C, plus de vitesse et un peu moins de B1, et le faire un peu après, de développer tout ça justement en hiver. Comment toi tu vois les choses? Est-ce que tu gardes ce schéma un peu classique, donc avec beaucoup de foncier, et ou alors tu mixes plus d'intensité? Je dirais un peu. Comment tu vois les choses, toi? Bah, pour l'instant, pour les jeunes, en tout cas, j'ai surtout réfléchi pour les jeunes. Pour moi, c'est indispensable qu'ils fassent de l'aérobie, c'est vraiment la base. Parce que là, tu vois, maintenant, aux Jeux Olympiques, pour les kayaks, pour les canoës, c'est un peu différent pour les canoës dames, mais pour les kayaks hommes, kayak dames, canoë hommes, il y a du 500 et du 1000. Et il y a la part de l'aérobie, elle est tellement importante. Et il y a beaucoup de jeunes qui arrivent en pôle et qui ont qui ont trop une culture axée vitesse. Et il faut vraiment qu'ils comprennent l'importance que des kilomètres d'un côté, et d'autre part, il y a là, c'est plus facile de travailler la technique sur de l'aérobie, je trouve. Ce que je fais, donc, je travaille beaucoup de B1. On fait un rappel vitesse et un rappel EB2 par semaine, mais la quasi-totalité des entraînements, c'est de l'EB1 à cette période de l'année. Et la vitesse, on la travaille sur d'autres activités, que ce soit en natation ou aux courses à pied aussi. Et tout à l'heure, tu parlais justement de la coordination, que fallait idéalement travailler ça avant 15 ans. Est-ce que tu fais des choses en particulier pour développer ça sur l'eau? Sur l'eau, oui, on met en place des éducatifs, ouais. On met en place des éducatifs. On fait pas mal d'équipage pour qu'ils apprennent à s'adapter à des situations différentes. Et aussi, le travail de coordination, on le fait pas mal en musculation également. Ok, et c'est-à-dire que tu vas faire pas mal de trucs peut-être sur surface instable ou autre pour justement apprendre à dissocier, coordonner? De la proprio aussi, ouais. On fait pas mal. Ok. Là, tu disais que tu avais le diplôme de l'ICF. Là, tu as passé ton BPGEPS. Il est en cours ou tu l'as fini? Là, je suis en attente de validation. Là, ouais, j'attends de recevoir ma carte professionnelle. Là, j'ai fini la formation. Ouais. Ok. J'ai une autre question qui me vient. Tu disais en Afrique du Sud, c'était la compète à chaque entraînement. En Hongrie, c'était moins la compète à chaque entraînement. Ouais. Quelle est là avec ton expérience? Qu'est-ce qui est le mieux, même si t'as pas de réponse scientifique, mais toi, qu'est-ce que tu préconises par exemple aux jeunes? Est-ce que tu les mets toujours en confrontation ou pas? En fait, je fais un peu comme les Hongrois. En fait, je différencie les séances où il y a besoin de se mettre en confrontation. Et dans ce cas-là, je les mets en confrontation en les alignant par ligne et à ce que les gens de la même vitesse soient à côté. Et les séances d'aérobie où il y a plus besoin qu'ils se concentrent sur leur technique, parce qu'ils ont beaucoup besoin de travailler ça. Ou justement, le fait d'être à côté, de vouloir être devant, ça va défavoriser leur technique parce qu'ils vont se dépêcher et ils vont moins se concentrer. Donc, il faut faire la part des choses. Ok, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est intéressant tout ça parce que et donc je reviens un peu sur les bouquins parce que là tu as lu les tomes de l'ICF. Moi je suis tombé il y a quelques jours, peut-être que tu l'as lu, sur le Handbook of Sport Medicine and Science sur le canoë-kayak. Est-ce que tu l'as lu ça? Non, mais tu en parles, c'est bien, je vais le noter pour le lire. Et ouais, c'est il est sorti en 2019, donc c'est un copain, Sam, s'il m'écoute, qui m'en a parlé. Tu connais Sam? Des noms, parce qu'il a aussi été à Mulhouse. Exactement. Exactement, il était à Mulhouse, voilà, avant. Et donc il m'a écrit il y a quelques jours pour m'en parler. Et il me dit tu le connais? Je dis non. Et donc je me le suis procuré. C'est moins intéressant que les tomes de l'ICF, mais c'est intéressant. Et moi j'ai lu aussi le bouquin sur Barton, sur Greg Barton. Je sais pas si tu l'as lu. Ouais, je suis en train de le lire. Ouais, c'est sympathique. C'est sympathique à lire. Ça sent la vie. C'est pas révolutionnaire, mais c'est marrant de voir l'entraînement à l'époque, tout ça. Est-ce que toi, il y a d'autres bouquins que tu as en tête, que tu peux me recommander? Là, j'y ai pas vraiment réfléchi, parce qu'en fait, la plupart des livres que j'ai lus, c'était en hongrois, sur l'entraînement. En anglais. Ouais. Toi, tu lis des livres en anglais?
Ouais, en anglais ça va. Pour lire, ça peut aller. Je sais pas si tu arrives à trouver, je sais pas si tu l'as déjà vu, il y a un livre sur parce que les CF, ils font des coaching congress où les coachs se réunissent. Et le congrès de 2013, ils avaient fait un livre qui a écrit en anglais. Et moi, j'ai lu en version papier parce que mon entraîneur, il l'avait. Et c'était super bien parce qu'ils avaient analysé les courses de 500 mètres chez les dames. Enfin là, je pense à un article, il y a plusieurs articles dedans, mais il y avait une analyse sur les courses de 15 dames et avec la puissance par coup de pagaie, l'avancée du bateau. Et je trouvais ça super intéressant. Mais j'ai déjà entendu que tu avais lu Les Échos d'épaule, donc ça, tu l'as déjà lu. Ouais, Écho d'épaule, ouais, bah, ça c'est les premiers trucs qu'on trouve. Je suis toujours à la recherche d'infos, donc je cherche pour. J'aime bien. Ouais, je trouve ça super bien que tu t'intéresses à ça. Est-ce C'est que vraiment est-ce que cool. t'as lu la thèse dont j'ai parlé de Myriam Paquette? Dis-moi le titre, c'est quoi? Et bah attends, attention pour nos auditeurs, un petit temps que je le retrouve dans ma liste. Alors où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là-dedans. Eh ben, ça doit être là-dedans. Donc, attends, alors je l'ouvre, attention, c'est en train de s'ouvrir. Ça s'appelle Caractérisation de l'oxygénation musculaire lors d'efforts en canoë-kayak et relation avec la performance. J'ai dû le lire, c'est une autrice australienne? Non, c'est une Canadienne. Une Canadienne. Ah, non. Et si tu veux, je peux te l'envoyer. Ceux qui me demandent, je Ah leur ouais, bah, envoie. ouais, carrément. Je te l'envoie après, parce que je laisse sur un Dropbox, donc je laisse ouvert pour y penser. Et donc ouais, je suis toujours Merci. à la recherche en fait de choses. Donc je me disais, bah toi avec ton expérience, est-ce que tu as vu d'autres choses ou pas que... Là, ouais, en ce moment, j'ai une liste de livres, de livres à lire. Et du coup, dès que j'ai un moment, j'essaie de les lire, quoi. Est-ce que sur l'entraînement des jeunes, peut-être pas en rapport avec le kayak, mais avec l'entraînement de manière générale, tu as un bouquin à conseiller? Non, parce que je me suis beaucoup appuyé sur les livres de l'ICF. C'est vraiment ma référence que l'auteur, je le connais, enfin, Chava Santo, je trouve qu'il fait du très bon travail et pour l'instant, je travaille là-dessus. Et j'avais réussi, il y avait quelques années, il y avait un plan cadre d'entraînement junior qui était super intéressant. Je sais pas qui c'est qui l'avait fait, mais pour les juniors français. Et là, normalement, il y en a un qui va sortir prochainement, donc ça va être intéressant. Une planification avec plusieurs cycles. Ok, bah c'est super. Bah je vais suivre ça. Ça va m'intéresser aussi de comprendre un peu comment fonctionne tout ça. J'arrive un petit peu au bout de mes questions. Julien, est-ce que toi, tu as des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé? Non, non, bah, je trouve que c'est bien que tu fasses les podcasts, comme je te l'ai dit. Moi, ça m'a beaucoup enrichi. Et c'est bien de s'intéresser à l'entraînement des jeunes parce que c'est vraiment super important. Non, mais C'est moi, ça qui est, c'est ça m'intéresse grandement et j'en parlais justement avec Sam il y a quelques jours là. On cherchait un peu des trucs justement sur l'entraînement parce que lui a aussi des jeunes en pôle espoir et c'est la question de se dire comment on entraîne exactement un jeune parce que l'adulte entre guillemets on voit bien les choses mais c'est vrai qu'il y a des périodes propices. T'as la pyramide du développement des différentes qualités physiques en fonction de l'âge qui existe. Voilà. Mais ouais, je crois qu'il y a un bouquin qui me revient. Je crois que c'est la préparation physique chez les jeunes aux éditions Amphora si je dis pas de conneries qui doit exister. Donc, mais ok, je suis plus sûr. Faut que je vérifie. Donc, à prendre avec des pincettes. Mais ok. c'est sûr que on comprend bien que moi, je viens de la musculation et je parle beaucoup des antécédents sportifs pour déterminer le potentiel de développement futur. Et on voit bien que dans n'importe quelle activité physique, bah forcément, les antécédents, plus tu démarres tôt, mieux c'est. C'est sûr que il y a pas Ouais, de, c'est clair. il y a pas de débat quoi. C'est plus tu démarres tôt, mais tout en suivant entre guillemets, on va dire quelques bases et c'est pour ça que je te parlais des Hongrois, est-ce qu'ils faisaient de l'eau vive ou pas? Parce que eux, a priori, ils sont vraiment dans l'hyper spécialisation, tu vois. Ils sont quand même dans l'hyper Bah ouais, spécialisation, la course en ligne, alors que d'autres vont pas être dans ce truc-là. Après, bon, il y a l'avantage, inconvénient à chaque pratique, hein, à chaque chose. Mais ouais, c'est sûr que, et moi, comme je débute entre guillemets, bah, je m'intéresse beaucoup à cet entraînement des jeunes parce que je me dis, bon, il y a des étapes par lesquelles je dois passer, que les jeunes doivent passer. Mais bon, je me rends bien compte que la coordination, je m'en mêle vite les pinceaux, mais j'y travaille. J'y travaille. Donc, sait-on jamais que j'ai un coup de boost. J'ai un coup de boost. après, t'as quand même l'avantage d'être dans le milieu du sport, donc tu pars pas de zéro, quoi. Ouais, mais alors je dérive là-dessus. La musculation, moi je viens de la muscu, donc j'ai commencé, j'avais 14 ans,
Et en fait, c'est tout l'inverse du kayak. Hein. C'est pas du tout du relâchement la musculation. C'est tu gaines tout, tu fixes tout. Donc effectivement, je peux tout bloquer comme bateau à l'arrêt, mais dès que je mets un coup, cette dissociation, cette coordination est extrêmement difficile parce que c'est pas du tout ce dont je suis habitué. J'étais habitué à faire pendant 20 ans. Quoi. Et donc, tu penses, toi, que toi, ça te paraît logique qu'on fasse de la musculation où justement on est hyper gainé, pas du tout relâché, pour un sport où il y a besoin de relâchement? Qu'est-ce que t'en penses? Hum, je dirais ça dépend l'âge. En fait, le problème, c'est que moi, je pars sur ce postulat, c'est qu'on est le reflet de nos habitudes. Donc, si tu vois, pareil, dans nos hypothèses, on parlait bien. Il parlait pour la course à pied, mais il disait voilà, t'as quelqu'un qui s'entraîne 3-4 fois par semaine. Je parle à un niveau voilà comme moi, 3, 4, 5 fois par semaine. Est-ce que c'est un intérêt qu'il fasse de la muscu ou plutôt qu'il rajoute une séance de kayak? Bon bah mieux vaut qu'il rajoute une séance de kayak. Hein. La réalité, c'est déjà pratique ton sport. J'ai plein de questions comme ça sur les forums Superphysique, donc des forums que j'ai depuis longtemps. Ouais. Maintenant, si tu t'entraînes à haut niveau, je pense que c'est un intérêt. Mais le premier intérêt de la muscu, comme je l'ai expliqué dans la formation gratuite, je sais pas si tu t'es inscrit là-dessus, sur secretdukayak.org, mais en gros, le premier intérêt, c'est justement de combler, entre guillemets, les déséquilibres que la pratique va induire. Et Audric, il en avait bien parlé justement dans le podcast que j'avais interviewé, c'est que t'as surtout l'avant de l'épaule qui se développe à fond, par exemple, si on prend juste la musculature de l'épaule, à fond avec le kayak. Et d'ailleurs, j'ai vu dans le bouquin que je suis en train de lire qu'ils disent que c'est le muscle le plus activé. Dans le bouquin Handbook là, sport et médecine, ils disent que c'est le muscle le plus activé en kayak. Et donc forcément, t'as pas d'arrière d'épaule. Donc et on sait que l'équilibre antagoniste-agoniste de part et d'autre des articulations protège beaucoup. Et donc là, tu vois, pour moi, le premier but de la musculation, c'est déjà de corriger tous ces déséquilibres. Et seulement dans un deuxième temps, de te renforcer plus physiquement. Mais on voit bien, tu vois, j'en ai parlé pas mal avec Patrick Lancereau, un épisode qui n'est pas encore sorti au moment où on enregistre ensemble là. C'est pas parce que tu es plus fort au tirage planche que tu vas aller plus vite sur l'eau, tu vois. Ça n'a pas de. Je pense qu'il y a un moment en fait au-delà duquel, et je me souviens d'un bouquin qui s'appelait La Force, un petit bouquin jaune qui était collectif INSEP, je crois, qui a peut-être 15 ans. Hein, je l'ai lu il y a très longtemps et je le vois de là où je suis. Et dedans, ils expliquaient justement pour les sauteurs à la perche. Ils expliquaient que passer 120 ou 130 au développé couché, ça n'avait plus aucun intérêt de développer encore la force, tu vois. Et ils disaient pareil qu'au-delà d'un certain gabarit, d'un certain volume musculaire, la transmission de force se faisait beaucoup moins bien aussi. Donc, je pense que ça a un sens, mais pas à l'extrême. Et je pense que c'est sur, toi quand là, tu demandais la musculation hongroise, ils font la muscu tous les jours. Je pense que ça n'a pas de, pour moi en tout cas, de mon expérience, après c'est que la mienne, hein, mais je pense que ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Le but c'est d'être bon en kayak, pas en muscu. T'entraînes tous les jours. Même les pratiquants de musculation, les champions des champions. Alors il y a le dopage, tout ça, hein, mais ils s'entraînent pas tous les jours en muscu. Ils s'entraînent pas tous les jours en muscu. Donc, mais après je comprends dire un peu cette boulimie d'entraînement, dans le sens où, comme tu dis, s'il faut faire 3 séances par jour, faut bien faire quelque chose. Mais je pense que des fois le temps serait, comme j'en parlais avec Émeric Guyot dans l'épisode je sais plus combien sur la visualisation, qui est un expert de la visualisation. Je pense qu'il y a des séances en fait qui pourraient être faites pour faire autre chose, tu vois, plutôt que de faire de la muscu ou autre. Mais c'est sûr que faire 4 muscu par semaine quand on est kayakiste, je pense que ça n'a pas de. Et je parle de 4 muscu, je parle de 4 séances de gainage route, mais pour moi ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a des choses qui vont aider, mais c'est toutes les choses qui vont aider à pas te blesser. C'est ça la première chose. Dans un deuxième temps, si tu as le temps, développer un peu la force sur ce qu'on appelle des patterns spécifiques, hein, mais ensuite je pense que c'est surévalué. En fait, ça n'a pas. Car pour moi, tous les jours la muscu, ça n'a pas de sens pour le kayak. Hein. Et même 4 fois, j'ai du mal à voir l'intérêt. Mais bon, après, faudrait que je sois plus dedans pour voir après comment sont les séances, comment tout est organisé. Mais ça me paraît un peu trop. Ouais. Voilà ce que je t'en dis, Julien. Est-ce que c'est clair pour toi? Ouais, c'est très bien d'avoir ton avis sur la question. Ouais, oui, je pense que c'est surévalué parce que c'est pas plus t'es fort, plus t'avances. Et Maxime Beaumont, pareil, il en a bien parlé. Moi, je vois des gars, des fois, sur Instagram, ils font 180 au coucher, qui font du kayak, qui font 160 euros une planche, qui est au tirage planche. Je dis, ouais, c'est bien, mais et après, je les vois sur l'eau, ils sont derrière, les gars. Je dis, voilà, est-ce que ça te servait? Parce que l'énergie, et pareil, il y a beaucoup de mouvements, allez, je dirais un peu, qui sont mal faits. On voit souvent du développé couché, où les mecs lèvent les fesses à fond,
Ouais. des trucs comme ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le but, encore une fois, c'est renforcement, éviter, réduire au maximum le risque de blessure, parce que toute pratique sportive à haute performance est déséquilibrée. On va la lutter contre ça, et après seulement, voilà, faire de la force, mais de la force spécifique. Et je pense bien, on voit bien aujourd'hui, ok, sur 200 mètres, les mecs sont quand même sacrément balèzes. Mais après, si tu regardes sur 500 ou 1000 mètres, tu vois Balint, justement le Hongrois. Franchement, Ouais. le type, il est athlétique, hein, mais jamais tu te dis, le mec il fait de la muscu à fond ou quoi. Hein, je sais pas comment il s'entraîne, mais tu vois, il doit pas trop forcer la muscu, hein. C'est pas, et ça lui réussit Parce plutôt que bien. il y a beaucoup de Hongrois qui font de la muscu tous les jours et ils sont quand même très forts, enfin l'hiver, et ils sont quand même très très forts en kayak, quoi. Ah ouais, non, mais comme je te dis, après il y a plusieurs trucs. Faudrait voir en détail ce qu'ils font en muscu. Parce que là, c'est pareil, la muscu, Oui, voilà, c'est comme le kayak. très, Tu dis je fais du kayak, ça veut pas dire grand chose. Faire de la muscu, ça veut pas dire grand chose. C'est qu'est-ce que tu fais en ouais, voilà. muscu? Qu'est-ce que tu fais exactement? Mais c'est sûr que s'entraîner comme un culturiste, comme on peut le voir, ça n'a pas de Non, sens. mais ils font pas ce genre d'entraînement. Ils font beaucoup, ouais, en muscu, on n'a pas trop parlé, mais il y a quasiment pas de force max ou de force puissante. C'est vraiment que des reps, de la force endurance. Ok, ils font que de la Endurance. force endurance alors. Il y a un petit cycle, enfin, dans mon groupe, il y avait un petit cycle de force autour des 10 reps au mois de janvier, mais la plupart du temps, c'est quasiment que de la force endurance. Ok, bah c'est intéressant, tu vois, parce que je repense à ceux qui ont été en Nouvelle-Zélande, qui m'ont dit que justement en Nouvelle-Zélande, les filles faisaient beaucoup de force, tu vois, et on voit que les filles sont hyper fortes, tu vois. Je vois des Ouais, fois ouais. les vidéos tomber, je dis putain, mais je dis elles sont hyper fortes. Et non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas qu'une seule voie, mais en fait, il faudrait voir. C'est toujours difficile de juger, si c'est le mot. Euh, on va dire une séance de muscu comme ça, parce qu'il faut savoir le plan global en fait. Ouais, c'est Quel est le plan global sur l'eau, en salle, où on va, quels sont les objectifs, tu vois. Mais je pense il faut pas trop se perdre avec la muscu. Faut le voir vraiment comme un plus et non pas comme l'activité qui va te faire vraiment aller beaucoup plus vite, parce que ouais, il y a un moment, tu vois, justement dans les bouquins, tu t'as vu, ouais. tiens, j'ai noté hier dans Handbook en médecine, allez, je te finis là-dessus. J'ai la photo sur mon téléphone parce que je l'ai noté pour en reparler prochainement. Donc, Ouais. dans le bouquin, ils disent que si tu fais du 1000 mètres, en moyenne, les mecs qui font du 1000 mètres font 1,4 fois leur poids de corps au développé couché. Donc, on prend un exemple, hein, si tu fais 80 kilos, 80 kilos, 4 x 32, tu fais 112 au développé couché. Voilà. En Ouais. gros, au tirage planche, tu fais entre 1,2 et 1,3 fois ton poids de corps. Donc, tu vois, ça fait, si tu fais 80 kilos, tu fais autour de 100 kilos, quoi, en tirage planche. Au Ouais. traction, tu fais une rep avec plus de 50 kilos de lest, et au dips, pareil. Une rep avec plus de 50 kilos de lest, et ensuite, ils disent les tests en force endurance, que tu as dû connaître. Donc, Ouais. développé couché à 55 kilos en 2 minutes, plus de 100 reps. Même chose pour le tirage planche. Et il faut que tu fasses, entre guillemets, faut que tu fasses plus de 35 répétitions aux tractions et plus de 35 répétitions aux dips. Tu vois? Et donc, ils mettent Ok. ça. Donc, ça, c'est pour les hommes sur 1000 mètres. Et donc, dans le bouquin, ils mettent pareil pour les mecs du 200 mètres, et ils mettent pour les filles sur 500 mètres aussi. Ils mettent sur les trucs, et ça me semble, tu vois, ça me semble plus cohérent, quoi. Dans l'optique de Ouais, carrément. pas chercher la force max à tout prix, qui finalement, comme tu l'as dit, et comme c'est bien expliqué dans les manuels de l'ICF que j'ai lu aussi, que la plupart des efforts, de toute façon, sont majoritaires, à moins de faire du 200 mètres, mais qui est plus olympique, sont majoritairement aérobie. Même le 500 mètres, il est plus aérobie qu'anaérobie. Donc, Ah, à ok. la fin, tu vois bien que c'est pas parce que tu as les muscles les plus gros et les plus forts que tu vas aller le plus vite. Il faut, comme tu l'as dit, je pense plus à cette force endurance. Et Philippe Boccarat en parlait aussi, que lui était plus adepte à l'époque déjà de faire des séries de 20, de multiplier les séries de 20, Ouais, quoi. carrément. Et il y a les Ça, jeunes, ils ont tendance à vouloir, c'est vrai que pousser lourd, et ils pensent que, en fait, plus ils poussent lourd, plus ils iront vite, mais en fait, non. ouais. Non, et en plus, Il y a faut pas mettre de, lourd avec la bonne technique, dans la bonne position, et pas, parce qu'il y en a beaucoup, on dirait un peu, qui se niquent avec la musculation, hein. Il suffit que tu lèves les fesses tout le temps développé couché, ton bas du dos, à un moment, il va pas aimer, hein. ouais, Ça va pas c'est aimer. Il ça. suffit que tu fasses du squat, et puis que t'es pas bien gainé, tout ça, pareil. Donc, dans le doute, mieux vaut s'abstenir. Dans le doute, mieux vaut s'abstenir en muscu, si le but c'est de faire le kayak, en tout cas. C'est clair. Super. Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter si on souhaite te poser des questions? Bah, sur Instagram, comme tu as fait, ou, alors, ouais, sur Instagram, c'est ce qui est le plus simple. Super.
Eh ben nickel. Eh ben merci de ton temps. C'était un plaisir d'entendre ton expérience sur le sujet. Et puis j'espère te revoir quand même reprendre l'entraînement plus sérieusement à terme. Quand même. C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. T'es encore jeune, t'es encore bien jeune, donc ne pas dire jamais. Ouais, ça marche. Eh ben merci encore et salut à tous. Merci. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.